Abidjan prévoit-elle de construire sa propre raffinerie nationale certifiée pour garder le contrôle de la chaîne de valeur, à l'image récemment du projet qui a été lancé au Mali? C'est pas à moi de dire qui est le partenaire technique, mais sinon c'est déjà prévu. Comment l'exploitation industrielle de cette souveraineté minière est-elle pensée par l'État ivoirien comme un outil aussi de sécurisation d'abord et de stabilisation sociale aussi, éventuellement contre la menace djihadiste? Tout le nord, il y a des bases avancées des branches armées pour permettre aux investisseurs de travailler dans la quiétude et des communautés pour travailler dans la quiétude. C'est pour cela que si vous prenez la zone de repos, il y a une base avancée avec des outils qu'il faut, tous les éléments qu'il faut. Vous prenez dans la zone de Congo, au nord, il y a une base avancée. Vous prenez dans la zone de Mbengue, il y a une base avancée. Vous prenez dans la zone de Sissengue, il y a une base avancée. Ce n'est pas la première mine qui va opérer. Il y a déjà la mine de Tongo, depuis 2010, qui opère dans le nord. Il y a la mine de Sissengue avec Precious Mining, qui est à une frontière de 3 km du Mali. Même quand vous êtes sur le site minier, vous êtes en roaming au niveau du téléphone. Et de repos sera le troisième projet. Mais avant d'arriver à la découverte, il y a des travaux de recherche. Donc, il a fallu une sécurité qui soit là pour permettre aux géologues de travailler pour découvrir la mine. Et quand la découverte a été faite, après l'annonce au niveau des autorités ivoiriennes, un renfort, puisqu'il y aura beaucoup plus de monde, les dispositions sont prises pour un renfort, pour sécuriser les intérêts des investisseurs et protéger toutes les personnes qui viendront y travailler. Parce que pour nous, c'est un gisement qui est bienvenu, parce que le repos, c'est une zone où le taux de pauvreté est très élevé. On a vu des rapprochements actuels, des discussions actuelles entre les communautés à la frontière du Mali. Et c'est vrai qu'avec ces 3 pays sahéliens, est-ce qu'il y a des discussions constructives justement qui permettent l'implémentation de vos projets et de votre stratégie? Oui, il y a des discussions, mais il y a des personnes plus outillées dans le secteur de la sécurité qui sont indiquées pour parler de ces échanges. Mais je sais que ce qui concerne nos projets à la frontière, l'État se donne les moyens et prend les dispositions pour pouvoir sécuriser la réalisation de ces projets. Alors l'autre question, c'est évidemment la question de l'orpaillage, de la contrebande minière face au durcissement des contrôles à Abidjan. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour empêcher que l'or artisanal aussi ivoirien ne serve de source de financement transfrontalière pour les groupes armés au Sahel? Ça, c'est un risque. Oui, c'est un risque que la Côte d'Ivoire a pris conscience de cette disposition depuis 2014. Donc il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises. En 2014, il y a eu ce qu'on appelle de 2014 à 2017, ce qu'ils appellent, qu'on a mis en place le programme national de rationalisation de l'orpaillage. Il y avait plusieurs volets, le volet de la sensibilisation, la formalisation et l'encadrement. Et certains sites ont fait l'objet de déguerpissement. De 2018, il y a eu la création de ce qu'on appelle la brigade de répression aux infractions de code minier, qui nous a permis d'avoir de bons résultats. C'est-à-dire que c'était d'adresser ceux qui nous refusaient de rentrer dans la légalité. Et à partir de 2021, au sommet de l'État, au niveau du Conseil de sécurité, du Conseil national de sécurité, il y a eu la création de ce qui s'appelle le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illicite, qui va traiter les cas de déguerpissement. Parce qu'ils ont plus d'outils, plus de militaires. Et la brigade du ministère des Mines aura désormais la charge de collecter les informations, les renseignements pour mettre à la disposition de cette brigade. Malgré toutes ces informations, nous avons vu que le phénomène persistait. Donc, quand le ministre... Mais pour quelles raisons, à votre avis? Il y a des circuits internationaux qui soutiennent finalement, des groupes armés aussi qui soutiennent cet orpaillage? Le ministre Mamadou Sanfo Coulibaly, quand il a pris la reine du ministère, a initié une étude. Et cette étude a duré presque 2 ans. Il y avait des experts nationaux et internationaux. Et même ceux qui font l'activité, étaient membres de cette étude. Et à l'issue de cette étude, on a compris pourquoi cette activité persistait. L'une des raisons, évidemment, c'était la montée du prix de l'or.
l'existence du potentiel minier avéré en Côte d'Ivoire, puisque l'or se trouve partout. Si vous regardez ma présentation tout à l'heure, tout le pays est quadrillé des gisements aurifères. Et la pauvreté. Donc, au regard de tous ces fléaux, alors donc, nous on dit, bon, en dépit de la répression, l'activité continue. Et le financement venait d'ailleurs, dans cette étude-là. Donc, il faut amener une approche, une réponse socio-économique. Et cette réponse socio-économique, c'est d'organiser les communautés en sociétés coopératives, les encadrer, les former et les permettre, mettre les outils à leur disposition, les moyens pour faire leur exploitation. Donc, une fois qu'ils ont les moyens à leur disposition, l'or sera capté et va rentrer dans la chaîne légale. Parce que tant que le financement va venir d'ailleurs, il est clair que l'or va partir. Donc, notre réponse socio-économique, c'est de créer, d'abord sensibiliser nos parents, parce que l'étude a montré que 99% des sites illégaux sont faits avec l'accord des communautés. Et moins de 1%, ils sont venus s'installer d'eux-mêmes et n'ont pas pu prospérer. Donc nous avons d'abord commencé par sensibiliser la Chambre des rois. Ensuite, le ministre s'est déployé dans les régions des districts. Donc on a fait 5 sorties et tout le pays sera couvert. Et quand nous on se déplace dans les districts, le message est clair à nos communautés. Et comme cette étude m'a montré aussi également, la grande partie des sites se trouvaient sur des permis. Or, le code actuel ne favorise pas la superposition. Donc, pour trouver la solution, la réponse à cette chose, nous avons mis dans nos projets de code minier la notion de superposition uniquement pour les communautés, bien entendu, avec permettre aux communautés riveraines, en accord avec le détenteur du permis, de lui céder une partie pour faire cette activité légale. Et elle encadrée dans un programme. La stratégie principale, c'est de soutenir les communautés, le secteur aurifère artisanal. Tout à fait, puisqu'il faut les soutenir, c'est-à-dire de formation qu'il faut pour travailler dans la légalité et après donner une seconde vie à la terre. Nous avons eu le cas avec l'appui de l'Union européenne au nord de la Côte d'Ivoire, Papara, où il y a 6 hectares. Les communautés ont été organisées en société coopérative. Ils ont réhabilité 6 hectares, les communautés eux-mêmes. Ils ont réhabilité et fait l'agriculture. Et ça, sous appui, nous avons eu avec l'Union un bailleur de fonds qui nous a permis de faire cette activité-là. Donc ce modèle, nous sommes en train de le dupliquer. Il y a même une école de formation là-bas qu'on appelle ces femmes, qui est au nord de la Côte d'Ivoire, dans le village de Papara, vers la frontière de la Côte d'Ivoire. Et nous venons, en juillet dernier, la Côte d'Ivoire a signé avec le Conseil mondial de l'or, la Banque mondiale, les sociétés industrielles, l'État de Côte d'Ivoire, un MOU pour la mise en place de ce qu'on appelle une mine modèle. La souveraineté sur les ressources minières, est-ce que ça doit passer par les communautés? Non, c'est l'un des acteurs, mais ce n'est pas la seule souveraineté. Je l'ai dit dans mon panel que la souveraineté, d'abord, il faut commencer d'abord par avoir la connaissance, une meilleure connaissance de son sous-sol. Une meilleure connaissance de son sous-sol et se donner les moyens pour une transformation. Et avoir les ressources humaines qu'il faut, les infrastructures qu'il faut. Mais aujourd'hui... Et que pensez-vous, par exemple, du discours dans les pays sahéliens qui consiste à dire que la souveraineté sur les ressources stratégiques, les ressources naturelles, doit passer par le rejet, finalement, des partenaires traditionnels, qui sont accusés, toujours soupçonnés, de vouloir exploiter de manière inégale les ressources de ce continent africain. Mais vous savez, l'industrie minière, c'est 3 pieds essentiels. Il y a l'État qui donne les licences, qui régule l'activité. Il y a l'investisseur qui apporte son argent, qui investit. Les communautés qui doivent accepter l'investisseur. Et l'investisseur au niveau des communautés doivent faire les compensations des terres, les utiliser comme employés, développer les infrastructures de base. Et doit respecter ses engagements vis-à-vis des textes réglementaires de l'État de Côte d'Ivoire. Pour nous, depuis 2014, l'État de Côte d'Ivoire a compris le bien fondé de prendre en compte les communautés.
Parce que nous, on les consulte à la base, au niveau de l'instruction des demandes de permis. Elle est consultée pour voir l'enquête de Komodo et Komodo. Elle est consultée au niveau des études d'impact environnemental. Donc, elles sont associées en amont. Et en revanche, les investisseurs doivent un montant qui est prévu qu'on appelle le comité de développement local minier qui est indexé sur le chiffre d'affaires. Pour le moment, il est 0,5% du chiffre d'affaires. Et ce compte est géré par les communautés. C'est-à-dire que le préfet est le président du conseil régional est le vice-président. On ne fait pas faire le bonheur des communautés à les places. Actuellement, la quasi-totalité de l'or ivoirien, qui frôle les 60 tonnes par an, vise les 100 tonnes d'ici 2030. C'est l'objectif, par être raffiné en Europe, en Afrique du Sud. Abidjan prévoit-elle de construire sa propre raffinerie nationale, certifiée, pour garder le contrôle de la chaîne de valeur, à l'image récemment du projet qui a été lancé au Mali? Non, c'est prévu. C'est même dans le programme de la Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Mais c'est passé en conseil de gouvernement en décembre dernier. Voilà, mais je ne vais pas vous dire les partenaires. Ce n'est pas à moi de dire qui est le partenaire technique. Bien, sinon, c'est déjà prévu. Mais en un premier temps, c'est d'abord viser la production des petites mines, l'artisanat. C'est l'un des points de réponse socio-économique. Et maintenant, dès qu'on a la certification, on va s'asseoir ensemble avec le Côte d'Ivoire est un pays stable, avec un environnement des affaires plutôt attrayant. Est-ce que vous sentez que justement vous avez la capacité de capter les investisseurs et que quelque part vous allez capter les investisseurs qui s'intéressaient auparavant au pays sahélien? Bon, moi je ne vais pas me juger parce que c'est les investisseurs qui doivent nous juger. Et je pense qu'il y a certaines études fraises à faire des questionnaires dessus. Et ça a permis de positionner la Côte d'Ivoire comme la meilleure destination pour construire une mine d'or. Ça, c'était en Australie. Et puis, il y a également, la Côte d'Ivoire a été classée parmi les top 10. Donc, le Fraser Institute, c'est ça? C'est ça. Et on est classé également la meilleure destination pour investir dans l'industrie minière. C'est sur ceux-là que nous, on peut se baser. Sinon, nous, on ne peut pas se juger. Mais je sais qu'on reçoit beaucoup d'investisseurs. On voit beaucoup qui sont intéressés. D'où ils viennent, ça, je ne peux pas le dire. Vous pouvez mener vos investigations et puis savoir. En ce qui concerne celui de la Côte d'Ivoire, tout est fermé, tout est déjà bouclé. On sait qui est le partenaire technique, quels sont les acteurs, parce qu'il y aura un partenaire technique, des acteurs locaux. Voilà. Alors, j'ai une dernière question, et c'est pour asseoir la souveraineté financière, la Banque centrale, la BCEAO d'Afrique de l'Ouest ou l'État ivoirien envisage-t-il d'imposer aux multinationales un droit de préemption, c'est-à-dire obliger à vendre une part de l'or extrait à l'État afin de constituer des réserves d'or nationales? C'est en réflexion. C'est en réflexion. Et vous savez, quand la Côte d'Ivoire veut faire quelque chose, on le fait toujours avec les partenaires. Sinon, c'est en réflexion. Regardez, la Guinée, le président Mamadi Doumbouya a pris la décision de suspendre les exportations d'or, justement, pour mieux capter la valeur. Que pensez-vous de ce genre de décision? Moi, je veux dire que si on doit dire qu'on arrête, il faut transformer, donc il faut avoir les moyens pour transformer. Si les moyens sont là, pourquoi ne pas transformer ici? Donc la vente, les exportations d'or, c'est une manne aussi qui va permettre, qui peut être réinvestie dans le développement du secteur minier. Non, mais au niveau de la vente de l'or, quand ils vendent à l'étranger, on rapatrie d'abord l'or. Mais quand le produit est vendu, l'or revient en Côte d'Ivoire. Le prix des ressources issues de cette vente reviennent en Côte d'Ivoire. Voilà. Avant de repartir, s'ils ont des charges à l'extérieur, mais nos dispositions disent qu'ils doivent rapatrier les fonds.